En plus, c'est à Toulouse qui a quelque chose à voir avec Airbus. Merci à vous, c'est un grand plaisir d'être là ce matin. Alors, on est là, il y a des caméras qui sont là, on peut qui vont nous... c'est retransmis évidemment sur le point. Ah non, bah, ouais, on va peut-être se mettre comme ça. Là. On va se mettre comme ça. Alors, on parle énormément, j'avais envie de commencer comme ça, de démondialisation, d'opposition à la mondialisation, de repli sur soi. Mais quand on regarde les chiffres du transport aérien, c'est de la folie, ça augmente à un rythme incroyable. Finalement, est-ce que votre activité n'est pas une sorte de démenti? Les gens veulent voyager, ils veulent être connectés au reste du monde, non? Alors oui, merci Étienne pour cette entrée en matière. On est convaincu dans notre métier de l'aviation commerciale qu'on contribue à faire de cette planète un meilleur endroit pour vivre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on connecte les gens d'un bout à l'autre de la planète. Alors on a vu récemment le premier vol qui permet quasiment de faire la moitié du tour de la Terre. Et donc en moins de 24 heures, on est capable de connecter n'importe quel point de la Terre à n'importe quel autre. Et on fait partie des deux industries qui connectent vraiment les gens dans le monde. Une de façon digitale, c'est Internet. Et c'est vrai qu'Internet contribue à mettre en relation les êtres humains les uns avec les autres, indépendamment des cultures et des frontières. Mais l'aviation commerciale le fait aussi. Et le fait que l'aviation commerciale soit en croissance, qu'on voit autant de gens se déplacer de plus en plus, aller voir d'autres endroits, contribue de mon point de vue, de notre point de vue, à rendre la Terre plus amicale pour les êtres humains et effectivement va dans le sens contraire du repli sur soi. Mais alors, concrètement, ça vous pose des problèmes parce que quand on voit les chiffres de croissance du trafic, vous arrivez à les produire, les avions, c'est un problème de riches, hein, parce que dans beaucoup d'industries, le problème c'est d'avoir des clients. Vous, votre problème c'est d'arriver à produire. Vous avez de la chance quand même, non? Alors, on a beaucoup de chance. Effectivement, c'est un secteur d'activité qui est en très forte croissance depuis longtemps. On parle du doublement du trafic aérien tous les 15 ans. C'est des bons problèmes à avoir, mais c'est quand même des problèmes. Les avions sont des objets qui font entre 100 et 600 tonnes. Et c'est parmi les objets les plus complexes, les plus sophistiqués et les plus gros de ce que la révolution industrielle a créé. Et donc, la supply chain, comme on dit, l'ensemble de la chaîne de fournisseurs qui y contribue est très complexe. Et monter en cadence aussi rapidement, c'est pas facile. Alors, il y a un énorme sujet à propos de l'aéronautique qui suscite des désirs, du rêve. Mais la seule critique qu'on entend réellement porte sur la question écologique. On se dit, mais au fond, les avions, ça produit du CO2, il y a du kérosène, donc ça produit du CO2. Et régulièrement, on entend, quand quelqu'un se déplace à l'autre bout du monde, mais quel est le bilan carbone de son déplacement? Alors à chaque fois, moi je suis venu hier de Paris, je ne me suis pas posé la question de mon bilan carbone, même si je pourrais le faire. Au fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce qu'il y a moyen, par de l'efficacité, de compenser l'augmentation de ce trafic aérien, même si je crois que c'est quand même pas la part majoritaire dans les émissions de CO2? Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe et nous occupe beaucoup. Peut-être quelques chiffres pour remettre en perspective de quoi on parle. L'aviation commerciale, c'est 2% des émissions de carbone mondiales. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même significatif. Et puisque l'aviation commerciale est en croissance, c'est un pourcentage qui va aller en augmentant. Aujourd'hui, un avion, quand on fait un vol longue distance, le passager, c'est 3 litres au 100. Donc, c'est plutôt mieux qu'une voiture. Donc, même si on le voit dans le ciel, que l'aviation commerciale est très visible dans ses émissions de carbone, il faut remettre les choses à leur place. C'est beaucoup moins que l'automobile, c'est beaucoup moins que le chauffage, c'est beaucoup moins qu'Internet et la consommation d'énergie et donc d'émissions de CO2. Pour autant, on est fiers du rôle qu'on joue d'un point de vue social, à mettre les humains en relation les uns avec les autres, et on veut continuer à faire ça, mais le faire de façon décarbonée, parce que c'est absolument essentiel pour la protection de la planète. Donc il y a beaucoup de sujets technologiques. On réduit régulièrement les émissions de carbone à travers la réduction des consommations, mais on a une révolution devant nous à changer les énergies pour la propulsion de l'aviation commerciale. Et donc en plus de la révolution digitale, qui vient converger avec la révolution industrielle dont je parlais tout à l'heure, on a aussi une révolution des énergies, et nous sommes la génération des gens qui verront les avions passer des turbines à d'autres modes de propulsion. Là, concrètement, on est en train de parler de l'avion électrique. Ça a une réalité, ça, l'avion électrique.
Parce que moi j'ai suivi l'aéronautique comme journaliste il y a une quinzaine d'années, tout le monde se marrait quand on entendait parler d'avions électriques. Maintenant, ça paraît crédible. Alors, j'ai travaillé dans l'automobile il y a une dizaine d'années, et à l'époque, ça faisait marrer de parler des voitures électriques. Et en fait, c'est en train de devenir une vraie réalité. On a dans l'aviation le même schéma qui se reproduit. Au début, ça faisait rire. Maintenant, ça devient sérieux. Le problème principal pour les avions dans le domaine de la propulsion électrique, c'est la quantité d'énergie stockée à bord d'un avion. Et aujourd'hui, si on regarde le mode principal pour apporter de l'énergie à un moteur électrique, c'est les batteries. Les batteries, elles ont entre 200 et 500 Wh par kilogramme d'énergie stockée. C'est totalement insuffisant pour un avion. Dans 1 litre de carburant, il y a 12 000 Wh par kilogramme, comparé à 500. Donc les batteries ne sont pas le mode de stockage de l'énergie à bord qui permettra de traverser les océans. En revanche, il y a d'autres façons de stocker de l'énergie à bord, de façon liquide, soit avec des carburants qui sont synthétiques, produits artificiellement et de façon décarbonée, soit avec de l'hydrogène ou d'autres types de liquides. L'hydrogène est probablement un sujet d'avenir à long terme très porteur de potentiel pour l'aviation. Est-ce qu'en matière automobile, l'hydrogène n'a pas gagné? Il y a beaucoup de constructeurs qui ont parié là-dessus, mais ça n'a pas vraiment pris. Et donc vous dites que pour l'aérien, pour l'aéronautique, c'est le carburant du futur probablement. Alors je prends le risque de penser que pour l'automobile aussi, l'hydrogène, la pile à combustible, a beaucoup de potentiel sur le futur. Il y a peu d'utilisation aujourd'hui. La batterie est dominante dans l'automobile compte tenu de la situation actuelle du coût et du faible besoin de stockage d'énergie pour une voiture. Mais ça viendra, je pense, aussi pour l'automobile. À long terme, oui, pour l'aéronautique, c'est probablement quelque chose qui a un très très grand potentiel. Et alors on parle aussi des systèmes qui feraient décoller et atterrir les avions en mode électrique de manière à faire moins de bruit. Racontez-nous ça un peu. Alors, il y a beaucoup d'idées sur l'hybridation de l'aviation commerciale. Il y a différentes façons de le faire. Un des autres enjeux de l'aérien, c'est effectivement de réduire l'empreinte de bruit au sol. Ce qui était un petit problème ou un problème pour peu de gens est en train de devenir un problème plus important parce qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent autour des aéroports, qui sont des véritables pôles de vie, d'activité économique, et les décollages et les atterrissages sont plus fréquents. Donc il y a un sujet sur le bruit. Les avions modernes sont beaucoup plus silencieux que les avions des générations précédentes, mais comme il y a plus de vols et que les avions des générations précédentes sont toujours là, c'est un sujet. L'hybridation, c'est aussi pour réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Donc on va plutôt dans cette direction-là. Et il y a un certain antagonisme entre réduire les émissions de particules, de CO2 et réduire le bruit, parce qu'on a besoin de surfaces propulsives, d'hélices, de réacteurs, avec des surfaces très très grandes pour réduire la consommation, et ça a un impact négatif sur le bruit. Donc il faut trouver les bons compromis. Alors, faites-nous rêver un petit peu. Concrètement, qu'est-ce qui va arriver? Parce que régulièrement, ces derniers mois, on entend des histoires qui concernent le domaine de l'aéronautique ou de l'espace en général, qui sont époustouflantes, le tourisme spatial, etc. Et on voit bien qu'il y a un renouveau du rêve aéronautique, le rêve d'Icare, qui est un rêve prométhéen, voilà, c'est une aspiration de l'homme, et l'époque des héros est en train de revenir. Qu'est-ce qui va arriver réellement? Est-ce que l'avion taxi, le City Airbus, ça va arriver vraiment bientôt, le drone individuel? Est-ce qu'on a abandonné la course aux avions qui vont très vite, ou est-ce qu'on va y revenir? Qu'est-ce qu'on peut espérer de réel dans les années ou les décennies à venir? Alors Étienne, je ne comprends pas que j'ai besoin de vous faire rêver, parce que je pense que nos métiers, par essence, sont des métiers qui font rêver. Moi, je suis venu à l'aéronautique par envie de voler, et j'ai fait ce métier-là d'être pilote et ingénieur navigant au début de ma carrière. Oui, vous êtes vous-même pilote. Hein. J'ai commencé, c'est 10 ans dans les essais en vol, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je n'ai pas travaillé pendant 10 ans, j'ai joué pendant 10 ans. Et je pense que ces métiers sont passionnants quand on voit l'espace, ce qui se passe avec les satellites, les fusées, l'accès à l'espace, peut-être demain pour du vol touristique, le développement dans l'aérien commercial, mais aussi dans l'aérien militaire. Il se passe des choses extraordinaires. Donc oui, ces métiers, je pense, sont passionnants et ils attirent encore beaucoup, en particulier à une période
où on voit des nouveaux systèmes arriver et des nouveaux modes d'utilisation et demain des nouveaux modes de transport. Un des sujets que moi je trouve personnellement passionnant, c'est ce qu'on appelle l'urban air mobility, c'est-à-dire les taxis aériens et le fait que demain on pourra prendre dans les villes pour un certain nombre de trajets, et le modèle reste à définir, on pourra prendre des taxis aériens comme ce qu'on voyait dans les films de science-fiction il n'y a encore pas si longtemps. Il y a beaucoup d'entreprises qui y travaillent, Airbus y travaille, nous on a 2 projets, et je suis convaincu que dans cette salle, dans notre vie, on prendra des taxis qui volent de façon commerciale sur des lignes qui seront définies. Il y a des villes qui y travaillent très très activement. Et les villes nouvelles qui se créent, en Chine, mais dans d'autres pays, prennent dès le départ l'option de regarder l'intermodalité, y compris le transport aérien. Parce que la 3e dimension, aujourd'hui, n'a pas de problème d'infrastructure. Elle est libre, alors que l'infrastructure en 2 dimensions au sol, elle est contrainte par 2 dimensions, et en plus, elle est très fortement occupée par les bâtiments et la vie humaine. Donc le ciel est la nouvelle frontière du transport. Le City Airbus, on peut le voir vraiment quand? Il volera quand? Enfin, il a volé, mais... on a 2 projets chez Airbus. On a Vahana qui a volé aux États-Unis et on a City Airbus qui va voler en 2019 en Allemagne. Et ça, c'est des prototypes qui ont pour vocation de mettre au point les technologies, de valider les concepts en vol, pour ensuite aller vers des produits qui seront des produits commerciaux. Et on aura dans la décennie suivante des produits commerciaux en service, commercialisés, et des usages qui seront des usages offerts aux clients. Et alors, aujourd'hui, donc le sujet, c'est l'accès à l'aéroport. Moi, hier, je viens de Paris, j'ai passé 2 fois plus de temps de Paris à Orly au décollage de l'avion que, oui c'est ça, et puis après ici à Toulouse, avec embouteillage compris, parce que ça fait partie de la vie aujourd'hui. Donc le sujet aujourd'hui, en fait, c'est le vol courte distance, c'est ça? Alors, les aéroports ne sont pas dans les centres-villes, où il y a quelques exceptions, mais pour des raisons d'encombrement, pour des raisons de bruit. Et donc on arrive en très peu de temps à venir de très loin, assez proche de la ville où on veut se rendre. Et on a autant de temps et parfois autant d'argent à mettre pour faire les derniers kilomètres. Parce qu'on se retrouve contraint par cette infrastructure en 2 dimensions. Nous, on est convaincus qu'avec l'arrivée des taxis aériens, on peut faire cette dernière partie, les 20, 30, 40 derniers kilomètres, de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et économique qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc le taxi aérien, je pense que sa première utilisation, elle sera pour rentrer dans le centre-ville ou accéder à l'intermodalité du centre-ville à partir de l'aéroport avec une expérience client qui soit bien meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est entre le moment où on se pose sur l'aéroport et le moment où on arrive au point de destination. Là, il y a un vrai travail à faire. La 3e dimension a un rôle à jouer une fois encore. Alors, je voudrais faire un peu de géopolitique parce que l'arrivée d'Airbus dans le marché de l'aéronautique a été une révolution. D'ailleurs, grâce à des commandes de compagnies américaines, c'était Eastern Airlines, et à des avancées technologiques comme la 320, qui était le premier avion à avoir des commandes de vol électriques, le premier avion commercial, parce qu'il y avait des avions de chasse à ce moment-là. Là, il y a une révolution industrielle, vous nous en parlez. Qu'est-ce qui va faire qu'Airbus, que l'Europe, et donc Toulouse aussi, et Hambourg, vont garder cet avantage technologique quand on voit l'arrivée de nouveaux acteurs dans beaucoup de secteurs qui disruptent, comme on dit, y compris des Chinois notamment, qui se lancent aussi dans les avions taxis. Ils ont fait un essai récemment. Qu'est-ce qui fait qu'on garde une avance technologique ou qu'on l'augmente? Est-ce que ça ne fout pas la trouille, cette période? Vous n'avez pas l'air, mais bon. Non, je pense qu'au contraire, il y a un champ d'opportunités qui est plus grand que ce qu'il n'a jamais été. Je parlais de révolution technologique, on a la révolution digitale, on a la révolution des énergies, et c'est un champ finalement beaucoup plus grand que ce qu'il était avant pour innover, pour entreprendre. Et donc pour ceux qui ont envie d'avancer et qui ont une grande soif d'inventer, de créer, c'est un terrain d'opportunité. Alors oui, le monde est complexe, il bouge rapidement, mais finalement il faut aller vite. Si on a un succès rapidement, on est content de l'avoir fait vite. Si on a un échec, il vaut mieux l'avoir rapidement pour passer à autre chose. Quels sont les grands défis finalement? Et c'est ça la question, je crois, qui est derrière. Le premier, c'est un défi industriel. On a fait des objets absolument extraordinaires. Maintenant, il faut les produire en grande quantité et on retrouve un défi proche de ce qui s'est passé dans l'automobile, la microélectronique ou d'autres secteurs sur des objets qui sont beaucoup plus gros. Donc l'industrialisation de nos avions est un sujet pour les années qui viennent.
On le fait avec le digital, automatisation, robotisation. Il y a Bernard Charlès qui est là et qui est concerné par le sujet, le patron de Dassault Systèmes, qui est un de vos partenaires. Oui, c'est un partenaire très important parce que Dassault Systèmes, historiquement, a permis les maquettes numériques, la mise en place des maquettes numériques, et donc des progrès extraordinaires dans le domaine de la technologie. Et aujourd'hui, ils sont partout parce qu'ils sont dans le domaine du cyber, ils sont dans le domaine du big data, et puis ils sont aussi créateurs de valeur dans plein de domaines, dont celui de l'aéronautique. Donc c'est un partenaire très important que je salue. Donc on a celui de l'industrialisation, on a celui du digital, parce que l'accès aux données permet de rendre possible des choses qui n'étaient pas avant, permet d'appliquer de l'intelligence artificielle sur des données aéronautiques. On a des risques aussi, parce que tous les systèmes sont connectés maintenant, et donc on a résolu très largement le problème de la sécurité du vol des avions. En 2017, on a eu 6 000 milliards de kilomètres passagers parcourus dans le monde. C'est-à-dire comme si chaque être humain faisait en moyenne 1000 kilomètres dans l'année. Et on a eu 0 accident mortel en 2017. Oui, c'est une année historique, c'est la première fois que ça arrive, non? C'était la première fois que ça arrivait, et ça montre le niveau de sécurité auquel on est arrivé. Mais devant nous, on a les sujets de sûreté, et de sûreté informatique en particulier, à résoudre. Et puis on a les sujets, on a le défi de l'environnement, celui dont je parlais tout à l'heure avec les énergies. Donc voilà, on a un petit peu les quelques pistes qui sont des sujets de travail. En fait, l'écosystème dont on a besoin est beaucoup plus large que précédemment. Et la séparation entre les grands groupes et les petites entreprises, à mon avis, disparaît, parce qu'il y a vraiment la place pour tout le monde, tellement il y a d'innovation à faire. Mais d'ailleurs, Airbus, qui est un groupe énorme, et mondial, hein, qui a d'ailleurs 4 usines d'assemblage, je parle même juste de commercial aircraft, en Europe, il y en a 2 en Europe, une aux États-Unis, une en Chine. Mais au fond, est-ce que des acteurs plus modestes pourraient devenir gros? On en voit qui deviennent gros, oui. C'est pas facile de devenir gros, mais c'est plus facile aujourd'hui que c'était avant. La vitesse à laquelle une entreprise peut se développer, en particulier dans le domaine du digital et du numérique, à mon avis, n'a pas de comparaison avec le temps qu'il fallait il y a 20 ou 30 ans. On est à une époque où les accélérations de business model sont assez spectaculaires, et on a vu quelques exemples d'ailleurs ici qui sont assez intéressants. Oui, on est à un moment de l'histoire où l'innovation va très 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 vite, et donc les entreprises peuvent se constituer, mais aussi disparaître très rapidement. Alors, il y a un sujet dont on parle beaucoup, c'est celui de l'avion avec un seul pilote. Voilà. Moi, je me souviens d'une époque où les pilotes d'Air Inter s'étaient mis en grève parce qu'il n'était plus que 2 et non pas 3 dans la cabine. Et maintenant, on parle d'avion avec un seul pilote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la capacité de faire atterrir l'avion sans pilote si jamais le pilote a un malaise? Alors je pense qu'il ne faut pas opposer les deux sujets. Il y a un chiffre que je voudrais partager avec vous. Depuis le début de l'histoire de l'aviation commerciale, il y a eu 200 000 pilotes de formés. On estime que dans les 20 ans qui viennent, il faudra 600 000 pilotes. Aïe. Donc les pilotes, ils vont pas être au chômage, c'est sûr. Il y a même d'ailleurs vraiment beaucoup de demandes et c'est difficile de les trouver. Les compagnies aériennes se battent pour trouver des pilotes. En revanche, avec cette demande énorme et en même temps les capacités technologiques, on est capable effectivement d'améliorer encore la sécurité tout en réduisant le nombre de pilotes à bord. Et il y a une demande forte pour pouvoir aller dans cette direction-là. Donc on travaille à l'automatisation de plus en plus forte. Et le pilote qui était au début celui qui tenait le manche pendant tout le vol est devenu un gestionnaire de mission en équipage, ce qu'on fait aujourd'hui. Et demain, il sera un superviseur d'un système automatique. Et on peut même imaginer à long terme que le superviseur, il ne sera plus dans l'avion, il sera en dehors de l'avion et que l'avion volera de façon automatique, comme on le voit déjà aujourd'hui pour des rames de tramway ou de RER. Donc on pourrait imaginer un avion à terme où enfin, il n'y a pas de pilote réel dans l'avion, il y en a un à l'extérieur éventuellement qui regarde que tout se passe bien. Techniquement, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà quelque chose qui existe. Et il y a des vols militaires qu'on fait ou qu'on peut faire sans pilote. Il y a un sujet plus compliqué qui est celui de l'acceptabilité pour des passagers que nous sommes, de monter dans un avion en se disant qu'il n'y a personne dans le cockpit ou il n'y a plus de cockpit. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à ça. Là, vous nous parlez des drones militaires qui sont pilotés depuis oui, des bases lointaines. Tout à fait. Des missions complexes qui sont effectuées sans pilote à bord. Oui, et alors là, après, la question, c'est la question des passagers.
Et je voudrais en venir à un point qui m'a toujours étonné, c'est la question du rapport au risque, qui est un peu spécifique dans l'aéronautique. On sait très bien que l'avion est un mode de transport très sûr par rapport à beaucoup d'autres, et vous qui avez travaillé dans l'automobile, vous le savez, notamment par rapport à la route. Mais il y a une relation affective au risque dans l'aéronautique est-ce que c'est quoi? C'est irrationnel? Ça tient à quoi? C'est très étrange, non? Non, je pense que c'est rationnel. Je pense que le vol, ça fait rêver. Mais ça fait rêver aussi parce que c'est un environnement qui n'est pas l'environnement de l'être humain. C'est comme aller faire de la plongée sous-marine, ça fait rêver, mais en même temps, c'est un milieu hostile. Mais je pense que ça a été une chance pour l'aviation. On est à ces niveaux de sécurité aujourd'hui parce qu'on a mis de la réglementation, on a investi dans les technologies de façon exceptionnellement poussée pour assurer des niveaux de sécurité en l'air bien supérieurs à ce qu'on accepte au sol. Si on appliquait les niveaux de sécurité comparables au transport routier, on aurait des ordres de grandeur en termes d'accidents en moins. Donc, se déplacer sur le sol, ça paraît humainement normal. Donc, on accepte une exposition au risque plus forte que celle qu'on accepte en vol. Et donc, je pense que c'est en fait assez rationnel. Alors, vous êtes pilote privé, vous avez une licence de pilote privé, c'est ça? Alors moi, j'ai été pilote et j'ai été ingénieur navigant, j'ai fait des essais en vol, et ça fait malheureusement assez longtemps que j'ai changé de métier, et aujourd'hui, je ne vole plus. Vous ne volez plus, là, vous avez plus le temps, en fait, il faut l'entretenir. En fait, je vole beaucoup, mais je vole comme passager. Et de temps en temps, j'ai le privilège de voler en place avant sur nos avions, mais je suis là parce que j'ai la chance de pouvoir y aller, plus au titre de mon métier. On a quand même une curiosité, je sais que vous êtes triathlète, vous faites du triathlon de manière régulière. Et à quoi ça peut ressembler la vie du patron d'Airbus? On a du mal à imaginer, c'est un job, vous passez la vie dans les avions et vous voyagez entre 4 continents, mais vous êtes de temps en temps ici ou pas assez. C'est quoi votre vie en fait? Vous avez plutôt bonne mine pour quelqu'un qui a un si gros job, c'est ça qui est bizarre. Alors, la vie des gens qui sont dans des activités internationales, c'est pas que l'aviation, c'est effectivement qu'on se déplace beaucoup et qu'on est beaucoup dans les avions. Et s'il y a une caractéristique de ma vie, c'est que j'ai toujours une petite valise à la main parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Mais c'est un métier qui est extraordinaire, qui est passionnant, qui est effectivement très mondial. Nos interlocuteurs, nos partenaires, nos clients sont aux 4 coins de la planète. Et même si Internet est là, même si on peut se téléphoner ou se voir par visioconférence, on a très souvent besoin, pour créer la confiance, pour comprendre, d'être sur place, de voir les gens. Et donc c'est effectivement un métier où on se déplace beaucoup, mais c'est aussi un métier où il faut être très très proche des équipes. Et je crois que ce qui caractérise la relation nouvelle au travail, c'est que c'est important d'être très très proches les uns des autres et donc de se voir. Donc c'est assez exigeant en termes de temps, mais comme c'est un métier qui est passionnant, ça ne me pose pas de problème. Alors, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que Airbus est un acteur très impliqué dans les questions d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est la prévision des pannes, c'est ça et l'utilisation de la documentation, c'est ça l'objet principal. Alors, merci de toucher ce point. J'en parlais tout à l'heure avec Bernard Charles de Dassault Systèmes. Ce qui est nouveau dans notre métier, c'est que tous les objets, les avions et tous leurs systèmes sont numériques. Et on est capable et d'ailleurs on commence à le faire maintenant, de récupérer les données. À partir du moment où on a des très très grosses bases de données, eh bien on peut faire travailler de l'intelligence artificielle sur ces bases de données. Et donc l'intelligence artificielle qui s'est concentrée au début sur des problèmes de reconnaissance vocale, de reconnaissance faciale, parce que les données sont accessibles ou sur des moteurs de recherche sur la base des données existantes, on est capable maintenant de le faire dans notre métier. Et donc oui, maintenant, on commence à attirer de plus en plus de data analystes et de gens qui font de l'intelligence artificielle, du machine learning, sur des problématiques de l'aéronautique qui sont absolument passionnantes. Donc si j'étais dans les métiers de l'intelligence artificielle, je me tournerais vers Airbus aujourd'hui. Et il y a une proposition, il y a un appel. Alors vous savez, on a interviewé dans Le Point, il n'y a pas très longtemps, Thomas Buberl, qui est le patron d'AXA, et qui disait, mais finalement, rattraper les GAFA, pour nous, c'est un peu tard. En revanche, il y a des tas de domaines dans lesquels nos entreprises industrielles qui font du click and mortar, qui savent faire les deux, peuvent acquérir des compétences qui sont supérieures à celles, dans certains domaines, à celles des GAFA. Est-ce que ça veut dire que, finalement, dans un domaine particulier de l'intelligence artificielle, Airbus pourrait devenir un acteur dans ce domaine-là en général, en vendant son expérience dans le domaine? Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une division de la compétence et qu'il n'y aurait pas forcément quelques GAFA, Amazon, Google, etc., qui domineraient totalement le marché dans tous les secteurs de l'intelligence artificielle? Alors, on est déjà un très gros acteur des systèmes et de la donnée. On développe en ce moment un outil, une plateforme qui s'appelle Skywise,
qui est la plateforme un petit peu Android de l'aéronautique de demain. On a aujourd'hui 30 compagnies aériennes qui sont connectées et on voudrait arriver à 100 compagnies aériennes et 10 000 avions connectés rapidement. Et ça, effectivement, c'est une façon de créer un écosystème numérique qui est, d'une certaine façon, les GAFA de demain, mais les GAFA du métier aéronautique, qui est notre métier. On ne pense pas qu'on a vocation à aller sur ce terrain de jeu des GAFA, chacun son métier. Nous, notre métier, c'est l'aéronautique, l'aérien, mais c'est un métier qui devient de plus en plus digital, numérique et un métier de la tech. Mark Twain, qui est un de mes auteurs préférés, disait les vaches sacrées font les meilleurs hamburgers. Sur le fond, si vous aviez à vous attaquer à quelque chose auquel vous ne devriez pas vous attaquer, ce serait quoi? Le projet déraisonnable, celui que vous ne pouvez pas avouer mais que vous pouvez le faire là, c'est entre nous. Non, on l'avoue, c'est l'avion électrique, c'est l'aviation décarbonée, c'est se projeter loin dans le 21e siècle, parce que c'est ce qui me fait rêver moi, c'est d'arriver à réconcilier l'aéronautique avec l'environnement et projeter ça dans le futur. Parce que nous pensons que l'aéronautique commerciale a vraiment une mission au sens humain du terme, de réconcilier les êtres humains autour de la Terre et que se déplacer d'un point à l'autre, c'est vraiment très important et il va falloir le faire durablement. Donc ma mission secrète, elle est publique. Et vous vous considérez d'ailleurs comme un acteur mondial, parce que ça vous êtes un acteur mondial, c'est d'ailleurs la mission que vous donnez là, mais est-ce que vous vous considérez encore comme une entreprise européenne qui a un message européen? Je dis ça parce qu'on parle beaucoup d'Europe, il y a des élections européennes qui vont arriver l'année prochaine, qui sont assez tendues. Est-ce que, et on cite souvent Airbus comme un exemple de l'Europe qui a réussi, d'un succès européen, est-ce que vous vous considérez au fond comme un Européen, je ne dis pas patriote européen, mais quelqu'un qui a ça au cœur? Est-ce que vous avez le petit drapeau européen avec vous? Alors, effectivement, Airbus, on est un peu plus qu'une entreprise. On pense qu'on porte un message qui est celui qu'on peut travailler entre Européens et le faire bien et être compétitif. On passe un message des Européens plus largement. On n'est pas une entreprise seulement européenne, on est vraiment une entreprise mondiale, mais on porte ce message qu'on peut faire quelque chose d'européen qui marche. Alors, je n'ai pas de petits pins européens, mais j'ai un passeport, et je le sors souvent, et je dis sur mon passeport, il y a écrit Union européenne, il y a écrit qu'on est européen. Voilà. Donc oui, on passe plus qu'un message d'aéronautique, d'espace, de défense, on passe un message que les Européens peuvent travailler ensemble, réussir et être compétitifs sur la place mondiale, mais avec nos amis américains, chinois, asiatiques, parce que notre métier, il est vraiment global. Et en premier, les Allemands et les Espagnols à l'intérieur d'Airbus, qui sont les plus... c'est l'Allemagne et l'Espagne, et l'Allemagne, la France et l'Espagne qui sont les premiers pays à l'intérieur d'Airbus quand même. On dit qu'on a 4 pays fondateurs, c'est France, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, et c'est là qu'on concentre le plus de nos employés. En revanche, comme ça a été dit précédemment, on a maintenant des chaînes d'assemblage, des usines de par le monde, une chaîne de fournisseurs qui est de plus en plus mondiale, et aussi des clients qui sont mondiaux. Mais on n'oppose pas ça au local, parce que la croissance dans laquelle on est permet à tout le monde de trouver sa place, pour autant qu'il soit compétitif. Et pour tous les gens qui sont là, et pour les startups, c'est très important de placer la perspective du métier qu'on développe, des compétences qu'on fabrique, des solutions qu'on crée, dans une logique de compétitivité, parce que c'est ce qui garantit le développement et la réussite à la fin. Vous recrutez beaucoup en ce moment? Pardon? Vous recrutez beaucoup en ce moment? On recrute beaucoup. Alors, il y a un chiffre que je voudrais citer, il n'est pas sur les 2 ou 3 semaines qui viennent, il est sur les 10 ans qui viennent. Sur les 10 ans qui viennent, on a 50 000 personnes qui vont quitter l'entreprise et à peu près 50 000 qui vont y rentrer. Et les 50 000 qui vont y rentrer seront probablement très très différentes des 50 000 qui vont partir à la retraite, parce que les nouveaux métiers, du numérique, du digital, des nouvelles énergies, vont prendre une part très importante. Et c'est là où on rejoint une autre problématique qu'on n'a pas citée, qui est celle de la formation et de l'éducation. Parce qu'il est absolument essentiel que les jeunes, ou les moins jeunes qui rentrent dans nos entreprises, soient très très formés aux nouvelles technologies. Et ça, c'est un enjeu, un défi absolument majeur pour les États et pour les entreprises ou pour les communautés, de trouver les solutions pour former les jeunes au métier de demain. En fait, c'est la formation professionnelle, c'est l'enjeu numéro 1 pour l'industrie française, vous pensez? C'est l'enjeu numéro 1 pour l'humanité, je pense. D'accord. Merci infiniment, Guillaume Fauré. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Pour ça. Merci Étienne. Merci à vous tous. Merci Bonne beaucoup. journée. Je sais que votre parole est rare en plus, et parce que vous avez beaucoup de boulot. Merci d'être venu à Futurapolis, et de toute façon, à très très bientôt, ici, ailleurs ou n'importe où dans le monde. Merci beaucoup. À bientôt Étienne. Au revoir.
Au revoir à tous, bonne journée. Merci infiniment, merci Étienne Gernel et merci à Guillaume Faury pour cette